à nouveau bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci donc de participer à ce webinaire. Donc pour ma part, je suis Anne-Catherine Vier, je fais partie du CEPSIS et donc avant de donner la parole à nos intervenantes, je vais donc présenter le CEPSIS en quelques mots pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas. Donc le CEPSIS, c'est le Cercle des femmes de la cybersécurité. Ça a été créé en 2016 par Nassira Salvan, sa présidente. Notre mission, c'est de promouvoir la présence et le leadership des femmes dans la cybersécurité. Nous sommes aujourd'hui plus de 700 membres, que ce soit des hommes ou des femmes, on n'est pas exclusif, on ne prend pas que des femmes, qui œuvrent à faire progresser la part des femmes au sein des équipes de sécurité et leur visibilité. Alors concrètement, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est principalement des bénévoles qui interviennent dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, les grandes écoles, pour présenter les métiers de la cybersécurité et inciter des jeunes femmes et des hommes à rejoindre ce secteur passionnant. Grâce à nos partenaires et nos membres, donc partenaires dont par exemple Deloitte aujourd'hui qui réalise le webinaire, nous proposons des formations en cybersécurité, des programmes de mentorat et nos mentors accompagnent celles et ceux qui veulent rejoindre ce secteur ou qui ont besoin de soutien technique dans leur emploi en cyber. Il faut savoir que le CEPSIS organise également des job dating tous les ans pour aider les jeunes et les femmes en reconversion à trouver un emploi. On propose des prises de parole à l'occasion de forums comme OFIC ou de colloques pour rendre plus visibles les talents féminins de la cybersécurité. Dans cet objectif de rendre les femmes plus visibles, nous remettons chaque année les trophées mondiaux de la femme cyber qui célèbrent des femmes au profil inspirant et engagé. Cet événement a généralement lieu en décembre. Donc, vous pouvez retrouver les activités du CEPSIS soit sur le compte LinkedIn, soit sur la chaîne YouTube. Et donc, je vais pouvoir donner la parole et remercier donc nos deux intervenantes, Oumema Bera, directrice application sécurité et cyber Maroc de Deloitte Cyber-Risque, et Chrisbel Gonzalez, senior manager entreprise security. Elles vont nous présenter ERP et CRM au cœur du business, sécuriser ce qui compte vraiment. Madame, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Anne-Catherine. Donc effectivement, on va vous présenter un sujet, bon, je l'appellerai pas forcément d'actualité, mais aujourd'hui qui est très lié qui vient entre guillemets s'interfacer entre les sujets qui sont en train d'être développés côté métier et nous, on va dire responsables de sécurité qui agissent dans un périmètre beaucoup plus IT. Et donc, on voulait un peu démystifier le sujet, vous donner quelques bases pour pouvoir vous présenter les principaux éléments à prendre en compte. Et je pense que, comme l'a dit Anne-Catherine, vous avez aussi nos mails si jamais vous avez des questions ou vous voulez aller beaucoup plus loin sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est passionnant et qu'on ne pourra pas courir malheureusement en 45 minutes de présentation. Oumema, je me permets juste de rajouter une petite précision que j'ai oublié de dire dans ma présentation. Si vous avez des questions, les personnes qui suivent ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va faire la synthèse et on posera toutes les questions à la fin de la présentation. Oui, Merci. et donc pour vous donner donc l'agenda de cette présentation, on va parler aujourd'hui de pourquoi il est important d'identifier les besoins au niveau ERP et CRM et pourquoi aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, surtout d'un point de vue métier. On va donner donc le pendant cybersécurité en vous présentant les principaux vecteurs d'attaques, de menaces qui impliquent ces deux sujets, et pour finalement parler aussi d'un sujet beaucoup plus large qui est la transformation digitale et la migration cloud qui impacte tous les sujets qui sont liés aux ERP et CRM. Vous donner les risques associés, les enjeux, que ce soit métier ou cybersécurité qu'il faut prendre en compte, et surtout, qu'est-ce qui est important d'adresser. Donc, qu'est-ce qui est important d'adresser dans une démarche, on va dire, réactive, c'est-à-dire quand on a des angles morts ou des sujets de sécurité qui vont venir à la fin des déploiements, ou comment l'intégrer par design sur tout le processus et de s'assurer de la mise en place des bons contrôles, des bons éléments de sécurité, que ce soit sur le niveau application jusqu'au niveau bas qui peut être OS, et un retour d'expérience concret sur des types de missions que nous avons pu réaliser sur les différents écosystèmes pour vous donner une vision claire de ce qui est important à adresser et comment les adresser surtout. Ok. Bon, je vais commencer juste donner une petite introduction. Et nous allons juste partir d'un constat très simple. C'était que les ERP et les CRM n'ont jamais été conçus pour être exposés à l'Internet. Ils sont conçus pour faire tourner le business,
et gérer la relation avec les clients. Et, et pourtant, aujourd'hui, il se trouve à cette intersection entre les données financières les plus sensibles, les bases des clients, votre supply chain et l'Internet. Dans les vagues récentes des attaques comme Moovit, Stoli, Shiny Hunters, qui ciblent les instances de Salesforce ou des SAP, ça nous dit quelque chose, ces vagues des attaques. Que les attaquants ont compris que ces systèmes sont dans le cœur de notre métier, qu'ils sont des données qui sont mines d'or, qu'ils savent que la plupart des équipes les traitent comme un sujet IT encore plutôt qu'un sujet de risque stratégique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va vous aider à combler cet écart. On va vous partager ce qu'on va vraiment dans le terrain et vous donner des leviers concrets. On va vous montrer des constats d'audit réels et des erreurs de déploiement réels et vous donner tous ces leviers pour changer la posture de ces plateformes. Et donc, quand on parle de ERP ou CRM, ça veut dire quoi, hein? Je pense que vous allez reconnaître certains logos, mais on est vraiment sur un écosystème, on va dire, IT qui a été déployé pour gérer l'entreprise. Quand on parle de gestion d'entreprise, on va vraiment parler, bien sûr, hein, du côté financier, comptabilité. Vous avez tous vos accounts receivable, payable qui sont faits sur SAP, Oracle ou autres systèmes. Vous avez la gestion RH de vos employés, que ce soit à travers tous les processus de rémunération, enregistrement des données personnelles. Vous avez aussi les éléments qui sont liés aussi à la vente et le marketing en externe, c'est-à-dire que vous allez être orienté sur des produits. Vous allez avoir aussi la vision sur vos éléments de production, sur les éléments aussi de contact client, pour pouvoir justement adresser ce besoin-là, la vision avec vos fournisseurs. Donc finalement, c'est toute la chaîne d'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise, elle a des fournisseurs, elle achète des biens essentiels, elle les transforme à travers de la production des personnes et des process, et ensuite elle va les vendre à des clients. Donc finalement, on se retrouve dans une chaîne de valeur qui est commune à plusieurs entreprises, elle n'est pas spécifique à un secteur, elle va être vraiment transverse, quel que soit le secteur d'activité, et suivant l'entreprise, elle va faire des choix de s'orienter vers du Oracle, du SAP, du Workday, du Sage, du Salesforce, et j'en passe. Donc, c'est vraiment cet écosystème-là qu'on essaie de couvrir. Et sur ce volet-là, qu'on va vous présenter justement qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, on va commencer c'est pour ça la question, pourquoi les ERP et les CRM sont devenus des cibles prioritaires? Il y a 6 raisons principales. La première étant la centralisation. Toutes les données critiques, toutes les données financières, RH, comme vous-même vient de le mentionner, RH opérationnel, sont dans le même endroit. Et pour un attaquant, c'est une mine d'or. Une seule instruction, c'est un impact maximal. La deuxième raison, c'est la multiplication d'interconnexions. Aujourd'hui, nos systèmes ERP et CRM sont de plus en plus connectés, intégrés avec nos systèmes internes de l'entreprise. Et ces systèmes ne vivent plus en silo. Et ils sont connectés avec les fournisseurs, les applications tierces. Et chaque intégration devient une porte d'entrée potentielle. Et c'est pour cela qu'il faut ne pas regarder seulement dans son ERP en solo, mais aussi tout l'écosystème autour de lui. La troisième raison, c'est les vulnérabilités techniques. Il y a des API qui sont mal sécurisés, des serveurs qui sont exposés, des configurations par défaut qui sont maintenues et qui multiplient l'exposition. Et c'est aussi souvent invisible pour les équipes métiers qui pilotent toutes ces plateformes. Ensuite, la quatrième, c'est l'élargissement de la surface d'attaque. La transformation numérique multiplie les points d'exposition, les touchpoints cloud, les vecteurs d'entrée. Cinquième raison, c'est l'impact opérationnel. Un incident sur un système ERP ou CRM, c'est massif. Ça veut dire on touche à la production, à la facturation, à la logistique, et c'est l'activité en entier qui s'arrête. Et on va voir des cas spécifiques sur la partie des rétextes où on voit comment ça passe à la main.
Sur la cinquième raison, c'est l'impact opérationnel qui est le sixième, c'est le patching qui devient aussi difficile, faire les updates de ces systèmes. Et c'est des cycles de maintenance qui sont très longs et des dépendances qui sont complexes, les systèmes qui restent souvent vulnérables pendant des mois, pendant qu'on trouve le window pour pouvoir faire ces updates. Et donc concrètement, dans l'historique, bon, je pense qu'on a repris uniquement sur quelques vulnérabilités majeures hein, qui ont été publiées pour donner une idée, sans forcément toutes les citer. Hein. Je pense que on se retrouve généralement sur plusieurs types de scénarios. On est soit sur des scénarios où on va identifier une vulnérabilité sur un composant. Je donne l'exemple de SAP NetWeaver ou Oracle Identity Manager, qui va permettre, par exemple, d'exécuter du code sur ce composant-là. Ce composant-là, il est généralement interconnecté avec le système cœur métier et va permettre, par exemple, de transférer des informations et donc la capacité de pouvoir soit bypasser l'authentification du système cœur principal et donc accéder par rebond aux données sensibles hein, que citait Chris Bell. On a aussi des cas où on avait la possibilité de pouvoir créer des comptes admin sans authentification. Et dans ce cas-là, qui dit compte admin hein, dit qu'on a la possibilité de pouvoir tout faire, hein, que ce soit sur la partie configuration ou sur la partie transaction. C'est-à-dire que je peux me faire un ordre de virement en rentrant sur le système sans que ça soit aperçu et après supprimer le compte utilisateur. On a aussi eu des cas où on avait la capacité de pouvoir injecter, donc pour ceux qui connaissent, hein, je pense des XSS, donc une mauvaise validation des entrées utilisateurs permettait d'injecter du code malveillant directement sur le système. Donc ça vous donne vraiment un panorama de ce qui est possible. Donc là, c'est vraiment une question de surface d'attaque. Surface d'attaque, c'est identifier le composant le plus vulnérable en bout de chaîne et essayer de remonter par rebond via des fois des processus ou des identifications qui sont un peu non nécessaires entre les composants et pouvoir remonter jusqu'à la base de données client, jusqu'à pouvoir effectuer une opération frauduleuse, jusqu'à avoir les accès administrateurs. Et donc les plus récentes sont de 2026 et on a eu le cas, je pense, en juillet via une grosse cyberattaque hein, qui a ciblé tous les composants SAP, Salesforce par exemple, et donc de télécharger toutes les bases de données clients. On a eu des cas aussi sur Oracle, sur SAP, donc qui ont été patchés au fur et à mesure hein, sur les SAP Note, sur les releases Oracle, mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, c'était des vulnérabilités, comme disait Chris Bell, qui ont été présentes sur les systèmes durant un bon moment, et donc permettre aux attaquants de pouvoir exploiter ces vulnérabilités-là et pouvoir réaliser un peu des actions malveillantes. Ok, ancrons tout ça dans le réel avec des cas concrets. Nous avons juste ce qui est présent dans mes mains, c'est les 4 attaques sur les 3 dernières années. C'est 4 exemples que nous avons pris. Le premier en mai 2023 avec les groupes CLOP qui exploitent une vulnérabilité dans Move Transfer, qui est un outil qui est utilisé pour les transferts des fichiers par des milliers d'entreprises. Le résultat, c'était qu'il y a eu des données qui ont été exfiltrées de plus de 2700 organisations pour un coût global estimé à 15 milliards de dollars. Et ce n'était pas une attaque ciblée. Si vous voyez, c'était juste une exploitation massive d'une seule mauvaise configuration dans un outil connecté à un écosystème ERP. Comme je vous avais dit avant, sur la troisième raison, la deuxième raison, c'était l'interconnexion avec d'autres outils. L'apport d'entrée peut être d'or de notre système cœur. Le deuxième avec les groupes Stoli, le ERP et SAP du groupe a été chiffré lors d'une attaque et de ransomware. Et tous les systèmes comptables et financiers sont devenus illisibles.
l'entreprise est contrainte de revenir à un processus complètement manuel. Et normalement, on dit souvent que l'attaque est citée comme un facteur contribuant à la procédure de faillite de ces groupes. Le troisième, c'était en mi-2025 avec Shiny Hunters, qui a mené des campagnes systématiques ciblant tous les instances Salesforce. Le vecteur d'entrée, c'était un phishing, l'ingénierie sociale, les intégrations tierces avec mauvaise configuration. Et c'est probablement le profil des menaces auxquelles la plupart d'entre vous sont le plus exposés aujourd'hui. Et finalement, en mars 2026, un zero-day critique de Oracle et EBS a été exploité dans une campagne d'extorsion à grande échelle. Et ils ont réussi à faire la exécution des codes à distance, vol de données, les menaces de divulgation. Si on voit la globalité, le schéma, il est clair. Ce ne sont pas d'attaques qui sont exotiques et ils exploitent des faiblesses vraiment structurelles qui sont entièrement adressables et si on les regarde en face. Et donc, il y a aussi un deuxième volet aujourd'hui qui accélère ces attaques-là. C'est qu'aujourd'hui, avant, on avait le contrôle de certains de ces systèmes, on les avait on-premise, on avait des systèmes qui étaient complètement, on va dire, contrôlés par l'organisation. Maintenant, on a une stratégie, que ce soit au niveau des éditeurs, mais aussi au niveau des organisations qui sont liées au Move to Cloud. Ça permet vraiment d'adresser des opportunités réelles de réduction de coûts, de déploiement rapide, de mise en échelle, d'accès facile. On a aussi toute la transformation métier qui vient avec, c'est-à-dire qu'on a des processus financiers qui sont de plus en plus simplifiés, de plus en plus homogènes. Là où, par exemple, avant, on avait peut-être une entreprise internationale, il avait des processus financiers différents entre Singapour, France, US. Là, on arrive vraiment à processer un peu ces systèmes-là. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on perd quelque part? En termes de cybersécurité, il faut être conscient qu'on a une surface d'attaque qui est beaucoup plus importante. Ce qu'on gérait en entreprise et ce qu'on arrivait un peu à cloisonner par nos propres moyens devient démultiplié à partir du moment où on le met sur le cloud, parce qu'on a déjà une chaîne de valeur sur le cloud qui est différente. On a bien sûr nos utilisateurs internes, nos exploitants, on a aussi l'hébergeur cloud sur lesquels on se base pour fournir ces éléments. Donc ça démultiplie quelque part les chemins d'entrée. On a aussi la possibilité de pouvoir identifier plusieurs un peu configurations qui peuvent être mal réalisées, c'est-à-dire qu'il suffit de pouvoir permettre white-tester certaines API pour permettre par exemple l'authentification entre plusieurs services qui peuvent ne pas être sécurisés. On a aussi le problématique de pouvoir mal détecter ou plutôt détecter de manière beaucoup plus, on va dire, difficile les attaquants sur des environnements qui sont distribués. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas où sont mes données aujourd'hui quand je travaille avec un hébergeur cloud. Donc lui aussi doit avoir des milliers et des milliers de serveurs répartis dans le monde, ce qui fait un peu la force de la distribution de ce schéma d'hébergement, mais aussi la démultiplication de la détection dans des environnements distribués. Et bien sûr, suivant le modèle qu'on va avoir sur le cloud, que ce soit en IaaS, PaaS ou SaaS, les responsabilités quelque part ne sont pas les mêmes. Et donc, l'entreprise doit être consciente du rôle qu'elle va avoir, du rôle qu'elle va donner à son service provider ou son hébergeur pour pouvoir identifier qui est responsable de sécuriser l'infrastructure, qui est responsable de sécuriser les données, jusqu'à quel niveau, parce que même l'hébergeur ne doit pas accéder à toutes les stacks de données d'entreprise. Et donc, c'est quelque part cet équilibre-là qu'il faut trouver pour pouvoir réussir cette migration sur le cloud. Bien sûr, on reste orienté métier, optimisation, mais en face, il faut fournir l'effort nécessaire. Et quand on regarde pourquoi ces incidents arrivent on retrouve normalement un schéma d'iceberg. Tout ce qui est le plus visible, c'est les processus métiers et le workflow fonctionnel et tout va être récent, mais les vulnérabilités sont sous la ligne de flottation.
Et les 4 causes racines préviennent systématiquement dans nos audits. La première, c'est les dérives du modèle d'habilitation. Et c'est toute la séparation des tâches dans le scope, dans le temps, le droit qui se cumule, toute la partie Identity and Access Management, les comptes à privilèges qui se multiplient et sans supervision. Et ça arrive d'une exception, mais après une autre exception. Et la deuxième, ça va être la complexité, la dette applicative. Et c'est des environnements qui sont souvent très customisés. Et chaque customisation, chaque contrôlement des patchs, chaque périmètre non documenté est aussi une faille potentielle. Et tous ces systèmes le cumulent de la complexité plus vite que les équipes de sécurité ne peuvent l'auditer. Le troisième, c'est les vulnérabilités d'interface et les vulnérabilités d'interface API, des connexions EDI, d'intégration tierce, et ça multiplie la surface d'exposition. Et beaucoup sont mal sécurisés ou pas monitorés. Et le quatrième, ça va être la défaillance de l'hygiène technique. C'est des OS qui ne sont pas patchés, des configurations et des configurations par défaut maintenues des plans de reprise obsolètes. Ce sont les choses qui sont très simples et qui causent les incidents les plus graves. Et surtout, hein, je pense que finalement, ces impacts, ils sont directement liés à des enjeux, on va dire pas forcément que des enjeux sécurité autant que tels, mais c'est beaucoup plus large. Je vais peut-être commencer par celui de droite en haut, c'est l'intégrité des transactions. Donc, Chris Bell a parlé de la partie ségrégation des tâches, donc separation of duties. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par exemple sur un système aussi critique, on n'a pas la possibilité, par exemple, de changer un RIB fournisseur et d'effectuer un virement. Pourquoi? Parce qu'on considère que ces actions ne sont pas compatibles, qu'elles sont quelque part toxiques, qu'une personne qui doit changer un fournisseur, changer par exemple le RIB d'un fournisseur, et elle va être dans un rôle plutôt de relation fournisseur, elle ne doit pas être sur la partie paiement. Donc c'est vraiment une question d'évitement de fraude. C'est des Donc, rôles c'est des rôles qui sont toxiques ensemble. C'est des rôles qu'on ne doit pas mélanger. Il faut ouais. définir ces rôles quand on est en train de faire la définition des rôles dans notre équipe, faire des familles, des droits, et ensuite on les implémente. On va les voir après aussi, mais le problème c'est que ça, pendant la phase de test, on fait une amplification des rôles, amplification des droits pour aller plus vite dans les testings. Mais ça, on le verra juste après. Yes. Et du coup, quelque part, l'impact, il n'est pas, j'ai envie de dire, il est pas autour de l'IT, c'est pas un ransomware, c'est pas un arrêt du système, c'est pas un vol de données, c'est quelque part, et ça, c'est ce qu'on retrouve plus hein, dans tout ce qui est fraude interne, c'est des utilisateurs qui vont accumuler des rôles et qui vont avoir la possibilité de pouvoir faire des opérations un peu malveillantes, sans contrôle, sans supervision. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel hein, qui est lié à la fraude, on va dire, à la fraude interne et à la menace interne. Après, on va avoir des facteurs autour. Bon, pour faire le tour comme ça, je le fais en clockwise. Protection des données sensibles, on en a parlé. C'est un hub, et comme dit Chris Bell, c'est une mine d'or hein, pour les attaquants. Toutes les données critiques sont au même endroit. Donc, quelque part, il faudra commencer à travailler hein, sur la protection, le chiffrement, le moindre accès pour ce qui est nécessaire hein, pour une opération. On n'a pas besoin d'avoir accès à toute la base de données en lecture-écriture. Peut-être que j'ai besoin d'une vision uniquement séparée. Et là, je ne parle pas uniquement sur le processus, on va dire, d'exploitation ou de traitement de la donnée. Hein. Je parle vraiment sur tout le cycle, hein, sur la transit, l'envoi, les vulnérabilités qu'on avait vues tout à l'heure, elles étaient liées vraiment à l'envoi de fichiers. Donc, c'est vraiment le traiter surtout toute la phase de data management. Après, sur le volet IAM et PAM, donc qui est nécessaire, donc donner les accès aux personnes légitimement. Lorsqu'il y a besoin de faire une opération sensible, il faut un compte administrateur avec des droits.
Il faut avoir un processus séparé, par exemple, d'attribution de ces comptes-là. Il faut réaliser, d'un point de vue, on va dire, contrôle interne, hein, des contrôles de mitigation pour s'assurer que les opérations et les accès qui sont faits sont légitimes. Il faut faire une revue des habilitations. Il faut s'assurer de la validation d'un manager lorsqu'un compte, quelque part sensible, est demandé par un utilisateur. Il n'est pas donné systématiquement. Et ça, on le retrouve souvent sur les processus RH. Lorsque une personne va arriver en entreprise, elle va avoir un compte sur SAP et à un moment, elle va être bloquée par rapport à une opération qui est peut-être légitime par rapport à son rôle. Sauf que ce petit code-là, cette responsabilité-là n'a pas été créée sur SAP Oracle. Donc, elle va demander une responsabilité ou un accès à un petit code qui est beaucoup plus important que son champ de périmètre. Donc, elle va accumuler des privilèges parce qu'une personne va vivre dans l'organisation, elle va peut-être avoir des promotions, elle va être dans une mutation, mais du coup, elle va peut-être garder les rôles qu'elle avait sur son ancien poste et les accumuler avec des rôles supplémentaires. Ensuite, sur l'interconnexion et les API. Donc, les interfaces entre les services de ces applications-là, sur les différents composants, hein, généralement, se font de manière non sécurisée. Pourquoi? Parce qu'on considère que tout ce qui est à l'intérieur du système est quelque part can be trusted, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on a aussi une explosion de tout ce qui est appareil de connexion. Si je prends l'exemple dans une usine, hein, ou dans une factory, on va avoir aussi beaucoup des EDI qui sont utilisés pour scanner au niveau du stock les marchandises. Ces EDI envoient directement des informations sur ces systèmes-là, sauf qu'il est capable quelque part de contourner cette connexion. Donc c'est un élément important à prendre en compte. On avait parlé tout à l'heure aussi de la partie détection et monitoring. La plupart des règles aujourd'hui qui sont définies d'un point de vue IT ne sont plus suffisantes. Certes, on peut parler de détection d'opérations lorsqu'on parle d'une IP un peu bizarre, d'un pays un peu bizarre qu'on n'a pas l'occasion de voir. Mais il faut aussi faire une détection au monitoring au niveau applicatif. Pourquoi? Parce qu'on le fait au niveau, on va dire, bas niveau sur l'infrastructure, les interconnexions, etc. Mais il faut aussi faire une détection et un monitoring au niveau des applications pour voir quelles sont les opérations qui sont réalisées par nos utilisateurs, légitimes ou non. Et donc, pour résumer un peu ces éléments-là, c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on va retrouver un peu plus de sujets qui sont liés à la sécurité, à l'IT, mais aussi sur la partie transaction métier. Mais on va avoir du coup la brique que je présentais tout à l'heure qui était la partie cloud. Il faut garder en tête que quelque part, tous nos systèmes ERP sont hébergés sur du cloud et donc c'est cette brique-là qu'il faudra aussi sécuriser puisque finalement, qui accède à des serveurs sur lesquels vos données sont hébergées sans qu'elles soient chiffrées peut y accéder directement. Et je finirai peut-être par les deux derniers enjeux que je considère qui sont plus liés à l'hygiène, hein. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs aujourd'hui, hein, qui agissent sur ces systèmes-là et donc qui doivent être sensibilisés pour pouvoir justement éviter de partager des comptes. Moi, j'ai eu des cas dans des audits, on avait des comptes. Je pense qu'on a tous eu des post-it, des comptes génériques qui sont utilisés pour accélérer les opérations. Et ce qui est spécifique, hein, pour le ZRP, c'est qu'on a plusieurs types de comptes qu'on va appeler firefighter. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'une mise en production, d'un test d'une nouvelle fonctionnalité, on va attribuer certains comptes à des utilisateurs. La clôture, à la clôture mensuelle, à la clôture comptable annuelle, on va attribuer certains comptes à des utilisateurs pour pouvoir accélérer et aider, par exemple, les agents comptables. Et donc, il faut les sensibiliser pour leur dire qu'ils doivent être quelque part vigilants par rapport à l'utilisation de ces comptes-là. Et pour finir, le volet conformité et audit, hein, c'est face à une organisation, je dirais, sur les 3 niveaux de protection, hein, sur les levels de ligne de défense, toutes les lignes de défense doivent être capables d'auditer quelque part et de démontrer patte blanche sur les éléments qu'elles réalisent, de la ligne 1 à la ligne 3. Et donc, c'est de l'audit, le suivi des logs, reproduire, par exemple, certaines activités qui peuvent être réalisées pour s'assurer de la réplication, par exemple, de certaines opérations depuis le développement jusqu'à la production. Donc, c'est autour de ces éléments-là qu'il faut être vigilant. Ok, maintenant on va parler de comment ces vulnérabilités se créent
dans ces slides, on est en train juste de démontrer quel est le cycle de vie classique d'un projet ERP. Et ce qu'on voit, c'est qu'au premier jour de projet, le focus est exclusivement sur les délais de budget. La sécurité, elle est perçue comme quelque chose d'optionnel, un nice to have, et quelque chose qu'on peut traiter plus tard. Et qu'il n'y a aucun critère de sécurité qui est dans les KPI de ces projets. Ensuite, au fil des phases au fil des phases design, de build, le travail, il est fait par les équipes métiers et les intégrateurs et sans dimension de sécurité. Et les rôles sont modélisés. On parlait tout à l'heure avec Umaima de justement la segregation of duties, tous les rôles. Ils sont modélisés justement dans cette logique de segregation of duties. Personne n'est pas en train de poser les questions qui sont difficiles pour la conception de l'accès. Et ensuite, on vient sur la phase des tests et comme je vous ai dit juste avant, les rôles sont élargis pour accélérer les tests et la validation est exclusivement fonctionnelle. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez réussi à faire telle transaction? Mais personne ne se pose la question si est-ce que cet accès il est sécure? Est-ce qu'il y a un rôle qui est toxique? Est-ce que la même personne qui lance la progression, elle peut approuver cet achat? Et puis, juste avant le Go Live, la DSI, l'équipe RSSI arrive enfin et on voit rouge partout. Et à ce stade, les vulnérabilités sont découvertes et il y a des refontes des rôles qu'il faut faire, les rework de code, des reconfigurations aussi à prévoir. Et ça engendre des retards, des surcoûts, un système qui part en production avec des failles qui sont connues et parce qu'il n'y a pas plus de temps de corriger. Et du coup, la leçon elle est structurelle. La sécurité ne peut pas arriver de dernière heure. Le projet de transformation doit être embarqué dès le premier jour comme un critère de conception et pas comme un audit. Et tout ça va être aussi adressé juste après par Umeima sur le Security by Design. Maintenant que vous vous a montré comment ça se passe aujourd'hui, comment ça devrait se passer, va être présenté par Umeima. Et par retour d'expérience, moi j'ai rarement vu un RSSI être impliqué dès la phase de cadrage des transformations ERP. C'est-à-dire que c'est généralement un projet qui est porté par le CFO, c'est une transformation quelque part digitale où on va peut-être demander au DSI quelques exigences d'un point de vue coût, maintenance sur les opérations, mais tout le projet est généralement porté par un CFO. Et donc, le DSI et le RSSI arrivent trop tard quand il faut patcher. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment un principe de security by design. C'est de se dire, ne vous en faites pas, cette ruche est facile à comprendre. Une fois qu'on a la bonne organisation de pensée. Donc, il faut se dire, quelque part, qu'on a plusieurs composants à adresser. On a le premier composant qui est lié à l'infrastructure. Donc, je vais être sur du cloud. Comment je vais faire pour me connecter? Comment je vais faire pour accéder au système? Est-ce que quelque part j'ai la main pour tout ce qui va être couche basse de ma configuration, sur le niveau OS, sur le niveau base de données, sur la partie terminaux aussi qui vont se connecter aux ERP, aux ERM à distance. Donc ça, c'est vraiment le volet qui va être lié à l'infrastructure. Et quelque part, c'est physiquement ou logiquement ce qui va définir le socle d'installation de mon ERP au CRM. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau qui est le code. Pourquoi parler de code? Parce qu'aujourd'hui, chaque organisation a ses propres processus. Il y a besoin de créer des reportings spécifiques, il y a besoin de développer une chaîne pour pouvoir accéder, par exemple, au stock de ce magasin et que ça soit réversé sur la BU globale. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont issus du retour d'expérience. Et donc, comment on fait pour intégrer quelque part la sécurisation du code spécifique à travers des revues, des bonnes pratiques, la revue par les pairs, l'utilisation de librairies qui sont autorisées, ne pas passer par des librairies un peu open source ouvertes, et comment maintenir et maîtriser ce code-là qui généralement évolue très rapidement.
Ensuite, on va venir parler de la partie données, qui est quelque part autour des sujets d'intégrité et de confidentialité. C'est comment je configure tout ce qui va être cycle de la donnée, depuis l'accès, transit, repos. Donc, pour tout ce qui va être chiffrement, pour assurer quelque part la confidentialité de mes données là, mais aussi d'un point de vue intégrité, lorsqu'on va sécuriser tout ce qui va être write, les flux write sur les API ou sur les différents flux. Donc ça va être vraiment structurant pour une organisation parce que ça va être autour de la donnée. Ensuite, sur les opérations, on va avoir tous les sujets qui étaient liés à l'IAM qu'on avait traité tout à l'heure, sur la segregation of duty, sur l'authentification définie des utilisateurs, sur un modèle basé sur les rôles et qu'on attribue uniquement les bonnes habilitations aux personnes qui sont habilitées à réaliser cette opération, qu'on puisse faire des recertifications, des revues d'accès, et même d'un point de vue quelque part, ça c'est pour les utilisateurs normaux, même pour les utilisateurs, on va dire admin, ou les utilisateurs qui vont être là plus d'un point de vue service desk, support, allô, j'ai un blocage au niveau de SAP, j'arrive pas à créer un fournisseur, j'arrive pas à modifier les éléments sur mon General Ledger. Donc, c'est généralement des personnes qui ont aussi accès pour débloquer certaines situations critiques. Et donc, tout ça dans un contexte de monitoring des opérations qui sont réalisées pour, à la fin, bien sûr, traiter tout ce qui va être conformité. Conformité par rapport à tout ce qui est audit. Donc, il faut garder une trace des opérations qui sont réalisées, que ce soit sur les logs systèmes, mais aussi sur les opérations et les transactions qui sont réalisées par l'utilisateur. Bien sûr, tout ce qui va être réponse à incident. Je pense qu'autour du call, il y a plusieurs personnes de la cyber. Le risque zéro n'existe pas. Donc finalement, quels sont mes processus de rollback si jamais, par exemple, je n'ai pas la capacité dans un magasin d'ouvrir une caisse et que le système n'est pas opérationnel, quel est mon moyen de repli? Déjà en termes de réponse à incident, comment je fais pour notifier, pour que on va dire la SSI centrale soit informée et qu'elle puisse corriger, mais aussi moi, en termes de repli, qu'est-ce que j'ai la capacité de faire localement sur ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment autour de ça qu'on a bâti par retour d'expérience de plusieurs années, de plusieurs dizaines de missions sur ces sujets-là, ces composants. Et finalement, lorsqu'on le présente aux clients, le retour d'expérience, c'est qu'on va finalement se concentrer donc plus sur la partie infrastructure avec les équipes IT, la partie code avec tout ce qui va être développeur, la configuration et les données avec tout le DPO, mais aussi sur les data stewards qui vont manipuler les données. La partie opération, donc ça va être transverse depuis les utilisateurs, par exemple, on va dire rôle typique sur les transactions et donc end-user, jusqu'à la partie administrateur et support. Et pour la partie conformité, on va plutôt le traiter avec le RSSI et avec les équipes d'audit. Et donc, on arrive à couvrir tout l'écosystème. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que finalement, lorsqu'on regarde ces équipes séparément, c'est très rare où elles se mettent ensemble pour dire qu'on travaille sur le même système et que j'ai besoin d'avoir une vision 360 de où sont mes vulnérabilités et où sont les efforts à mettre en place. Chaque équipe va être un peu silotée par rapport à son périmètre. Et donc, quand on arrive et qu'on donne une vision 360, ça donne vraiment une idée au RSSI, au end-user, au CFO, au responsable de l'infrastructure, de où est-ce qu'ils doivent mettre l'effort. Et c'est vraiment cette vision-là, 360, qui est intéressante. Et Chrisbel vous parlera un peu plus de retours concrets sur des audits et des opérations qu'on a fait sur les différents systèmes. Et je me permets de vous partager 3 exemples concrets qui sont tirés par des missions clients, ce qu'on a trouvé et ce qu'ils nous ont appris. La première, c'est un acteur majeur de la mobilité et Salesforce, il est au cœur de leur relation client, de la centralisation des réservations de données sensibles aussi. Nous avons mené un audit 360 sur tous les volets qui ont été mentionnés par Oumeima juste avant. Et
on couvrait l'architecture, la configuration, la revue de code costume. Et on a mené des entretiens aussi avec les équipes IT, métiers, sécurité. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la plateforme, elle était bien configurée d'un point de vue technique, mais c'était mauvais dans les plans fonctionnels parce qu'elle souffrait d'un déficit de gouvernance. Il y avait des partages des données qui n'étaient pas censées être partagées et il y avait des lacunes IAM, juste des problèmes de segregation of duties qu'on retrouve très souvent et des risques d'intégration, des vulnérabilités dans les codes de costume. Tout était là et tout était exploitable. Et l'enseignement, c'était les heures Salesforce critiques sont généralement bien optimisées fonctionnellement, mais la gouvernance est l'angle mort. Bon, je vous ai parlé le premier exemple de Salesforce avec l'audit 360. Ensuite, le deuxième exemple, ça va être sur ServiceNow. Nous avons fait une revue de posture de sécurité. Et c'était pour un groupe international qui utilisait ServiceNow pour tous ces process RH, IT. Nous avons réalisé un diagnostic qui était centré sur la configuration et des droits, les cloisonnements des environnements. C'est la première partie, comme Emma mentionné, sur l'infrastructure et la cartographie de toutes les intégrations avec les autres systèmes tierces et les configurations des droits, les pratiques DevSecOps qui venaient juste après la partie infrastructure que Emma vous a présentée. Et les constats, c'était que les contrôles SOD des Segregation of Duties étaient incomplets et que les environnements étaient insuffisamment segmentés et il y avait une quasi-absence de contrôle récurrent. Et c'est pour ça que les plateformes SaaS, RH, IT sont un peu critiques, sont très critiques par les données qu'elles hébergent et sont très exposées, mais sont rarement gérées comme des actifs de sécurité à part entier. Et le troisième REX, c'est pour SAP et la sécurité d'un ERP financier et logistique. C'était pour un groupe industriel qui utilisait SAP comme la colonne vertébrale de tous ces processus financiers et achats et supply chain. Et on a évalué toutes les autorisations SAP et ce qu'on a trouvé, c'est une accumulation des droits au fil des projets, un peu ce que mentionnait Omema, des personnes qui changent de rôle, mais on ne enlève pas les anciens droits qu'ils avaient, on les cumule. On voyait exactement la même chose ici. Des comptes techniques qui étaient très puissants, mais qui étaient peu tracés. Et nous avons vu aussi des interfaces qui étaient insuffisamment protégées. Et on a construit un plan de rémédiation qui combinait à la fois des renforcements des contrôles, des redesign progressifs des rôles et l'enseignement ici, c'était que les environnements SAP portent une dette historique sur les habilitations qui se traduit directement dans un risque de fraude et de fuite de données. Je laisse Oumeima continuer avec la conclusion. Et donc, si on devait vous donner quelque part 5 éléments à retenir pour ça, c'est vraiment, il faut qu'on puisse, nous, je pense, acteurs de la sécurité, essayer de sensibiliser les métiers pour qu'ils puissent reconnaître les ERP et CRM comme un actif critique. Donc, il faut dire qu'ils sont stratégiques, attractifs pour les attaquants, les postes, les infrastructures le sont aussi. Donc, il faut vraiment décider, essayer de sensibiliser pour que ça soit traité comme un asset critique au sein de la sécurité, au sein du métier, et pour qu'on puisse finalement donner la priorité et les bons moyens. Pourquoi? Parce que finalement, dans la feuille de route de RSSI, vous allez trouver tous les sujets qui sont liés à l'obsolescence, la remédiation, la détection, l'IAM, donc tout ça va être traité sur l'infrastructure. Mais finalement, il faut qu'il embarque avec lui également le métier pour qu'il puisse quelque part être conscient de l'enjeu cyber, parce que je pense que la plupart aujourd'hui ne le sont pas. Peut-être un peu plus ces derniers mois, années avec les dernières cyberattaques, mais c'est vraiment un premier point à prendre en compte. Le deuxième, c'est être orienté risque.
on est des personnes qui tournent autour du risque. On est des protecteurs contre des menaces externes, internes. Donc, cartographier et diagnostiquer les plateformes. Connaître les solutions. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quelles données? Quelle exposition? Internet, API, partenaires. Petit diagnostic pour dire, OK, déjà, connaître ces zones où on est le plus fort à risque. Et là où on a le plus de ressenti, on aura le plus d'impact. Donc, est-ce que moi, mon interruption de système, c'est vraiment ce qui est impactant? Ah non, moi, c'est la fuite de mes données financières ou mes données clients qui sont impactantes. Et donc, agir vite dans un premier point. Rapidement, je pense qu'il y a des quick wins chez des clients qu'on a toujours bien présentés. C'est durcissement des accès administrateurs pour la partie MFA, Bastion, PAM. Une revue ou une sorte de recertification, nettoyage des habilitations les plus sensibles. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés depuis plus d'un an, on les enlève. Parce que on a, par exemple, un code, une responsabilité qui a été donnée spécifiquement pour une personne, non, on enlève. Il faut aussi sécuriser les interfaces les plus exposées. Ça, c'est un point très important parce que finalement, c'est ce qui va permettre de, quelque part, travailler sur la sécurité périmétrique. Améliorer la journalisation sur les transactions critiques. Donc, quelque part, je dois créer un report de contrôle interne qui dit, oui, toutes les personnes aujourd'hui toutes les personnes tous les mois, tous les 3 mois qui ont réalisé des écritures comptables à plus de 30 000, 50 000, 100 000 euros, je dois avoir la revue et puis je dois avoir la validation d'un manager opérationnel pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment, donc tous ces points que je viens de citer là, le point 1, le point 2, c'est vraiment autour de la gouvernance, de la sensibilisation, de la stratégie, de la priorisation. Le point 3, c'est traiter un peu la dette et essayer d'adresser les quick wins. Le point 4, donc pour toute nouvelle transformation en cours à venir. Shift left. Shift left. Sécurité doit être intégrée le plus tôt possible dans les phases pour présenter les exigences de sécurité, présenter les exigences de privacy, valider les architectures, la revue du modèle, par exemple Airbag pour les rôles, réaliser des tests avant le go live, et tout ça avec l'implication du RSSI. Donc vraiment, nous, encore une fois, en tant que acteur de la sécurité, on doit commencer à s'intégrer sur ces programmes-là et essayer de définir un cadre structurant pour que les équipes puissent avancer en toute sérénité ou tout en confiance sur tous les programmes de transformation. Et bien sûr, pour pouvoir structurer une roadmap, ça c'est vraiment se projeter, c'est de dire est-ce que j'ai un modèle de gouvernance dédié pour le RP et le CRM? Est-ce que j'ai déjà ma matrice de rôle et responsabilité qui est définie? Quel est le processus que je vais mettre en place pour la revue des habilitations? Est-ce que je peux m'intégrer au SOC? Est-ce que je peux mettre à niveau mes pratiques DevSecOps de manière récurrente? Donc, c'est correction à un moment T, mais aussi le systématiser pour qu'au futur, on ne retrouve pas les mêmes problématiques. Donc, c'est vraiment ces 5 points-là sur lesquels on voudrait vous laisser avant de prendre les questions. En tout cas, le vrai sujet qu'on a eu et le vrai challenge qu'on a eu quand on a commencé il y a quelques années avec Chris Bell de s'intéresser à ces sujets-là, c'était que quand on a commencé à parler de ces sujets de sécurité, on s'est confronté directement au métier. Donc, c'était un des points principaux. On a parlé directement avec les métiers. Il y avait un travail de sensibilisation qui a été fait. Lorsque ça a été fait, donc c'était beaucoup plus simple après de leur parler d'enjeux sécurité pour le métier. Lorsqu'on parle à un CFO qu'on est capable de réduire le niveau de fraude, là, lorsqu'on parle à un CFO on est capable de protéger sa base de données cliente, lorsqu'on parle à un directeur, par exemple, de commercial, que les transactions ne vont pas être divulguées. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est leur parler métier avant tout. Parce que je pense que nous, dans l'IT, on peut parler d'infrastructure, on peut parler de cloud, on peut parler de code jusqu'à demain, mais finalement, le rattacher au métier, c'est ce qui va apporter le plus de valeur et c'est ce qui fait qu'on sera écouté.
Alors effectivement, il y a Amélie qui a posé une question. Comment vous, Deloitte, vous arrivez à aligner tout le monde? IT, Dev, opération, gouvernance, en interne, il n'y arrive pas, on est d'accord. C'est une question plus ou moins avec réponse unique. Je te laisse répondre, je ne sais pas, ou même ou Chris Bell, répondez à Amélie, savoir comment vous avez pu faire pour faire converger tout le monde sur cet aspect-là. Mhm. Donc, alors, il y a eu trois cas, hein, je parle par mon retour d'expérience. Il y a eu trois cas que je retrouve souvent. Le premier cas, malheureusement, c'était suite à une cyberattaque ou à une divulgation ou à un ransomware. Donc là, lorsque tout est bloqué ou finalement on a une exposition en fait de données, tout le monde se réunit autour de la table. Donc ça, c'était le premier point et c'est ce qui a permis quelque part d'accélérer les discussions et les rapprochements entre les équipes. Donc moi, j'ai eu ce cas pas mal de fois, je pense, lors des dernières années. Le deuxième cas qu'on a eu, c'était vraiment dans le cadre d'une transformation. Là, on a SAP qui est End of Support by 2020, de 2027-2028. Donc tout le monde est dans une stratégie de transformation SAP, Move S4HANA, etc. Donc quelque part, c'était un peu le sujet de dire, de toute façon, l'ancien ERP, hop, ECC va disparaître, on passe au nouveau. Et donc passer au nouveau, c'est avoir quelque part la chance d'avoir une page blanche pour structurer efficacement les opérations. Donc ça a plutôt marché. Pourquoi? Parce que la gouvernance et les opérations, on leur dit que vous êtes en train de subir une transformation, on veut mieux commencer avec des bonnes pratiques de sécurité. Le troisième cas que personnellement j'ai eu, c'était dans le cas, par exemple, de certains audits pas forcément qui était lié à SAP, mais lorsqu'on faisait un audit global de l'organisation, on a eu des cas, surtout sur la partie cloud, on a eu des cas où on a identifié des connexions avec d'autres équipes. C'était pas forcément, par exemple, c'était l'équipe IT ou l'équipe opérations qui étaient en charge de certaines opérations, mais les remédiations, par exemple, pour pouvoir traiter certaines configurations, certains écarts, étaient chez d'autres équipes. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de faire des restitutions, par exemple, spécifiques sur certains audits aux équipes annexes, par rapport aux équipes RSSI ou aux équipes opérations, pour pouvoir leur dire, écoutez, vous aussi, vous êtes impactés. Vous êtes impacté lorsque l'asset sur lequel vous travaillez, qui est dans le cloud, qui est hébergé en interne, il sera mobilisé quelque part, vous et vos opérations seront aussi impactées. Merci Omema. On a d'autres questions qui arrivent, effectivement. Est-ce que, Pascaline demande si ce type d'attaque est fréquent. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur ces attaques, le nombre, la fréquence, etc. Donc le chiffre qu'on avait donné, hein, je pense dans la présentation, il était issu, donc c'est des benchmarks mondiaux hein, de Sentinel sur tout ce qui est statistique de sécurité. On a aussi donc pour les exemples qu'on avait donnés des CVE, donc Chris Bell avait mentionné quelques exemples concrets, mais on était vraiment sur l'impact. Par exemple, c'était 2700 organisations d'un coup avec 86 millions de personnes qui étaient impactées. Pour la fréquence, moi je dirais, je me baserais plutôt sur des rapports de Threat Intel. Et la Threat Intel dit qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un cas non marginal. 64% des entreprises, moi le dernier chiffre que j'avais, c'est que 64% des entreprises qui utilisent SAP et Oracle avaient au moins une brèche durant les 24 derniers mois, et ça c'est un chiffre de l'IDC. On a aussi une vision peut-être plus Flashpoint, Onapsys, hein, qui sont euh, des, euh, des solutions spécialisées qui disaient que 2 entreprises sur 3 étaient touchées durant les 2 dernières années. Donc ça, c'est vraiment pour donner une vision hein, sur la fréquence et sur la... euh, Eux-mêmes, ils disent qu'il y a 1968 cyberattaques par semaine sur les systèmes ERP en 2026. hmm. Ça veut dire 70% plus qu'en 2023. Et
Une autre question qui a été posée, alors avant celle d'Amélie, la dernière, mais il y avait Maureen qui demande quel a été le principal défi rencontré lors de la gestion du changement et de son acceptation? Comment avez-vous obtenu l'adhésion et la contribution de la direction générale? Moi, je pense ne pas parler cyber. Là, on est entre nous, on parle de vulnérabilité. Moi, je pense qu'il faudra parler quelque part de l'ordre de grandeur, par exemple par rapport à une perte d'exploitation, une remédiation, une sanction, budget et temps. Donc là, c'est vraiment, je pense, le premier point, c'est un point de quantification. Parce que quand on parle à un dirigeant, il faut lui parler de sujets qui vont l'intéresser. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Pour combien? Et pour quel délai? Donc, quelque part, c'est présenter un plan de vue un plan pragmatique. On va pas tout adresser d'un coup. Il faut avoir un sponsoring clair pour dire que c'est une priorité groupe. Généralement, le risque cyber est généralement dans le top 3 des priorités des organisations. Donc, en plus, quand il faut le traiter sur un sujet aussi structurant, par exemple, moi j'ai eu des cas où on avait par exemple un référent métier ou un relais métier pour la transformation à sécurité dans le système ERP. C'était une sorte de champion qui portait le message auprès de la direction générale. Et on utilisait des cas concrets chez d'autres entreprises, chez des concurrents, chez des pairs, pour leur démontrer que c'est arrivé chez les autres, ça peut arriver chez nous. Je vois une question qui est dans quelle mesure une compréhension technique est nécessaire pour réaliser un audit global. À mon avis, c'est nécessaire pour pouvoir challenger tous les constats, pouvoir aller en profondeur dans l'analyse de toutes les preuves qu'ils nous ont données en audit. Mhm. Et moi, j'irais même au-delà de ça. C'est que généralement, les personnes qui réalisent ces audits-là sont plutôt techniques. Ce qui leur manque, généralement, c'est la compréhension métier. Comprendre comment une responsabilité SAP est attribuée. Comprendre que l'attribution, par exemple, d'un T-code est liée à un tableau qui est lié à ci, qui est lié à ça. Comprendre que pour faire un account payable, il faut passer par ce processus métier. Voilà le processus de validation. Je pense que généralement, on a le problème contraire, c'est que il faut parler leur langue. Il faut parler le langage métier, il faut comprendre le métier avant tout. Et ensuite, la base IT, je dirais, est faite pour comprendre et pour challenger, aller un peu plus dans le détail. Et donc Philippe, il peut demander quelle était la différence entre un projet de sécurisation d'un ERP et un projet de sécurisation d'une application standard. Ah, ça c'est la question C'est à 1 million d'euros. C'est aussi la complexité de ces systèmes. Un système ERP, il est beaucoup plus connecté qu'un système standard. Et aussi, les données qui sont hébergées, les données sont des données qui sont très sensibles. Et du coup, elles doivent être traitées avec un niveau de sécurisation qui va être plus élevé. Et on ne va pas appliquer les mêmes types de règles pour tous les systèmes parce que ça dépend aussi de la classification des données qu'ils hébergent. Mhm. Et les niveaux d'accès, tout cela, ça fait la différence entre un système ERP. Ouais. Bon, moi, je vois un ERP pas comme une application, mais comme un écosystème d'applications interconnectées, des API, des gateways, une interface machine, une interface avec le stock, une interface avec Tableau, une interface avec un système de... Donc, c'est vraiment la complexité, je pense, quelque part fonctionnelle et technique. Et même des contraintes quelque part de une application classique, qu'elle soit développée in-house ou qu'elle soit quelque part achetée, on a des cycles de mise à jour qui sont plus souvent agiles. Et donc, on a moins d'efforts à faire lorsqu'on veut faire du patching, lorsqu'on veut faire des remédiations. Alors qu'un ERP, il y en aura, SAP en sort un tous les 30 ans. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel on va être très agile hein, d'un point de vue conformité, d'un point de vue gestion. Et donc, et on a aussi de fortes contraintes, quelque part, sur les ERP. Pourquoi? Parce que clôture comptable, on ne peut pas bloquer, on ne peut pas patcher. La paye, on ne touche pas. Lorsque c'est utilisé en production, on ne le touche pas. Donc, les releases, quelque part, même si on veut mettre
les patchs, les fenêtres pour le faire sont très limitées et on a une forte dépendance par rapport aux intégrateurs et éditeurs. Tout à l'heure, lorsqu'on avait présenté les CVE, il fallait attendre que SAP, Oracle, les compagnies fassent les Security Release Notes pour pouvoir le faire. On ne pouvait pas le faire de notre côté. Sinon, je pense que ça aurait été trop simple. Philippe remercie. Et on va reprendre la dernière question de Claire et puis je pense qu'on terminera là-dessus. Donc en fait, elle voulait voir comment on faisait la différence entre un collaborateur qui semble avoir compris les règles et un collaborateur qui les a vraiment compris et qui les maîtrise. J'aurais tendance, enfin je vais laisser Chris Bell ou Nema répondre, mais en fait le fait de bien appliquer les règles fait qu'on est sûr qu'il est bien compris ou pas, mais je vous laisse répondre. Ouais, parce que l'exemple que tu citais, c'est un nouveau projet, comment s'assurer qu'ils intègrent bien les règles et quand ils ont des questions ou des préoccupations, qu'ils puissent finalement revenir vers la sécurité. Moi, je dirais sensibilisation déjà et se faire connaître au sein de l'organisation. Moi, je pense autant que responsable de sécurité ou personne qui travaille sur la sécurité, il faut se faire connaître au sein de l'organisation pour dire on travaille sur la sécurité. Des fois, on est beaucoup plus restrictif en mettant par exemple des process de go, no go hein, pour des nouveaux projets, pour des nouvelles implémentations, pour dire que la sécurité doit donner son accord. Donc ça, c'est un moyen quelque part de contrôle, le moyen de sensibilisation. Et moi, je dirais qu'il y a même un travail à faire d'audit quelque part. Mais là, on arrive trop tard. Là, on arrive trop tard, mais au moins la personne, elle sait qu'elle doit le faire pour la suite. Très bien, je pense qu'on va clôturer sur ces quelques mots. Beaucoup de remerciements dans l'auditoire. Merci à nouveau, Mema. Merci, Chris Bell. Très belle présentation et bon après-midi à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci.